C'est la seconde partie de l'Africa Newsroom. Ousmane Diagana est notre invité. Il est enseignant-chercheur. Camille Sari et Gemal Taleb, nos éditorialistes, sont également sur ce plateau. Voici le dossier de jour. En 2010, la Mauritanie a identifié la pêche artisanale comme domaine prioritaire de sa politique de développement. Et pourtant, les pêcheurs artisanaux demeurent confrontés, d'après eux, à de nombreuses difficultés, notamment la concurrence liée aux grands chalutiers et à la pêche industrielle. Reportage d'Ala Gentiaï, envoyé spécial en Mauritanie. Avec un plateau continental d'une superficie de 36 000 km² et une zone économique exclusive de 230 000 km², la Mauritanie possède près de 750 km de côte. Les eaux mauritaniennes sont parmi les plus riches du monde grâce au phénomène d'une puissante remontée en eau froide des eaux de l'Atlantique vers le continent. Le secteur de la pêche en Mauritanie est assez particulier puisqu'on y trouve une pêche industrielle constituée par une flottille nationale de chalutiers glaciers ou congélateurs et une flottille dite artisanale presque exclusivement constituée de pirogues. La pêche artisanale s'est développée rapidement depuis le milieu des années 80 et particulièrement durant la décennie 90. Plusieurs éléments ont contribué à ce développement, parmi lesquels le transfert d'une frange des marins de la pêche industrielle vers la pêche artisanale, la découverte et le développement de la pêche artisanale au pot à poulpe et les apports des pêcheurs étrangers, notamment en provenance du Sénégal voisin. Suite à cette évolution, le parc piroguier mauritanien a atteint aujourd'hui 7500 embarcations, générant de nombreux emplois directs et indirects. Comme dans beaucoup d'autres pays de la ceinture intertropicale, la pêche artisanale mauritanienne a un caractère plurispécifique qui explique pour partie la richesse et la variété de ces poissons. Nous pêchons le poisson à écailles, ce qu'on appelle les démerceaux. C'est des poissons que nous pêchons soit avec des filets droits, soit avec des casiers, soit avec des lits. Nous pêchons des pélagiques aussi avec la scène tournante. Nous pêchons des poulpes avec les peaux. Nous pêchons aussi surtout la langouste avec des filets aussi droits ou des casiers. Donc la pêche artisanale mauritanienne est très diversifiée. Cette pêche artisanale pratiquée surtout à Nouadhibou, capitale économique du pays, est considérée comme un secteur stratégique par le gouvernement mauritanien pour son poids dans les recettes fiscales, 25%, les apports en devises, 50%, la contribution au PIB, 10%, mais aussi pour sa contribution dynamique au développement du pays en termes d'emploi et de revenus. Le secteur halieutique reste par conséquent un pilier déterminant dans la lutte contre la pauvreté. Je pense qu'en développant de plus en plus la pêche artisanale, vu les richesses halieutiques de la Mauritanie, nous pouvons créer à peu près 400 000 à 500 000 emplois facilement. C'est un objectif de notre gouvernement de développer ce secteur, qui est un secteur d'emploi, qui est un secteur d'emploi simple. Chaque année, la Mauritanie exporte 50 000 tonnes de poissons. Et pour 2013, 63 000 tonnes de poissons sont exportées par la SMCP, la Société mauritanienne pour la commercialisation de poissons. Leur principal client est le Japon, la Chine, l'Afrique et l'Europe. Les exportations de la Société mauritanienne de commercialisation de poissons concernent le produit congelé soumis à l'obligation de débarquement. Ce produit est constitué essentiellement de céphalopodes, de sèches, calamars, mollusques, démerceaux nobles et aussi un peu de pélagique. La pêche constitue la première richesse de la Mauritanie avec 57% des recettes d'exportation du pays. Mais les pêcheurs artisanaux demeurent confrontés à de nombreuses difficultés. Nous avons, surtout et particulièrement au nord, une zone qui est restreinte, une zone de pêche restreinte, où nous partageons la même zone avec la pêche industrielle. Nous avons les ports, nous avons les aires marines protégées. La plus grande aire marine protégée de l'Afrique de l'Ouest se trouve dans cette zone. Donc la zone de pêche est extrêmement aiguë. Donc
c'est l'un des problèmes. Nous rencontrons parfois des problèmes au niveau de la commercialisation compte tenu du marché international et des crises qui se font sur le marché international. Nous les subissons directement. Autre contrainte rencontrée aussi est le manque d'assurance et de formation des artisans. Par ailleurs, la commercialisation du poisson constitue un défi majeur que les autorités mauritaniennes veulent relever en associant les artisans dans le processus de fixation du prix des poissons. Les artisans sont un peu favorisés par l'État mauritanien parce que notre souci dans la fixation des prix est de préserver les intérêts des artisans. C'est pourquoi, avec nos négociations avec l'Union européenne, nos récentes négociations, on a exclu tous les producteurs étrangers de la production de poulpe. Donc le poulpe est désormais réservé à nos producteurs artisanaux nationaux. Donc nous les protégeons, l'État les protège. La pêche artisanale se sent aussi menacée par la pêche industrielle. En effet, cette pêche industrielle a lieu souvent près des côtes dans les zones réservées traditionnellement aux pêcheurs artisanaux. Elle entraîne parfois la destruction du matériel des artisans pêcheurs, que sont les pirogues et les filets. Depuis la mise en place des balises de surveillance, ce problème pratiquement n'existe plus. Aucun navire de pêche ne peut plus naviguer ou chaliter dans les zones destinées à la pêche artisanale. Donc ce problème, pratiquement depuis quelques années, c'est fini. Ça devient en réalité de l'histoire. Donc ce problème, s'il y a des gens qui le posent, moi je peux dire carrément qu'il est inexistant. Comme les prix des produits de première nécessité, riz, huile, lait, qui montent en flèche, le poisson connaît lui aussi des pics. Ce modèle de pêche est en phase de devenir l'avenir en Afrique, mais avant cela, il faudra relever certains défis. C'est améliorer le traitement du poisson, faire de l'élaboration, aller jusqu'à la cuisson, du prêt à cuire, parce que nous vendons du poisson en bloc, et ce poisson est élaboré dans d'autres pays. Notre main-d'œuvre n'est pas chère, il suffit tout simplement d'avoir un how-know et d'élaborer le produit. Ça va créer beaucoup plus d'emplois, 4 à 5 fois plus. C'est surtout des emplois qui visent les femmes. La Mauritanie a la réputation d'avoir le meilleur poisson d'Afrique de l'Ouest. Ses ressources halieutiques attirent des chalutiers, des pelangriers et des thoniers de plus en plus volumineux. Armés par des industriels du monde entier, en particulier européens et asiatiques, mais aussi algériens ou russes. Pour les autorités des secteurs halieutiques, la pêche artisanale n'est pas qu'un rempart alternatif. C'est un vrai domaine porteur. Aussi, priorité est-il donnée à ce secteur par la mise en place de politiques de développement. Ousmane Diagana, tout d'abord, votre état des lieux du secteur de la pêche, plus particulièrement artisanale en Mauritanie. Catastrophique pour une raison simple, c'est que quand on écoute en général les reportages qui sont faits en Mauritanie, on a l'impression que chez nous tout est beau, tout est rose, tout est formidable, tout est extraordinaire. Je ne serai pas long, mais je dirais simplement 2 ou 3 choses. Je ferai 2 ou 3 remarques. Mais là, dans ce reportage, c'était assez, il y avait différentes opinions. Oui, mais quand on écoute quand même les responsables politiques, ou en tout cas les responsables de ces sociétés qui parlent, on a l'impression que tout est beau, tout est rose, tout est génial, ce qui n'est pas du tout le cas. Je donne des exemples concrets. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous Mauritaniens, c'est de pouvoir vivre de la pêche de la façon la plus intéressante. Imaginez que la Mauritanie, c'est quand même l'une des côtes les plus poissonneuses au monde. Moi, je me souviens, dans les années 80, au début, quand on a découvert, enfin pas découvert, parce que le poisson a toujours existé en Mauritanie, mais dans les années 70-80, le poisson était quasiment donné en Mauritanie. Parce qu'effectivement, on venait de découvrir cette nouvelle activité, notamment artisanale, avant que effectivement, les chalutiers ne s'en mêlent. Effectivement, le coût était moindre pour les Mauritaniens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me souviens, quand on était encore au collège, enfin au lycée, pardon, je me souviens, à la limite, je dirais que le poisson, on le donnait gratuitement. Aujourd'hui, vous allez à Nouakchott pour avoir ce qu'on appelle le tchof. Je ne sais pas si on comprend. C'est une race de poisson qui est très appréciée au Sénégal et en Mauritanie surtout.
et qui aujourd'hui, on ne peut plus l'acheter. Pourquoi ? On ne peut plus l'acheter parce que les prix ont augmenté et un Mauritanien qui a un revenu moyen ne peut pas se permettre de manger du tchof. À la limite, il mangera ce qu'on appelle des yaboy. Yaboy, c'est un poisson... Qu'est-ce que vous reprochez exactement? La hausse du prix du poisson? La hausse du prix du poisson, mais également le fait que l'essentiel du poisson qui est pêché en Mauritanie, plutôt que de servir à la consommation locale, au moins servir en partie à la consommation locale, est destiné à l'exportation. Et encore si éventuellement cette consommation, enfin ce poisson qui était destiné à la consommation, il y avait de la part de l'État une redistribution plus ou moins équitable de sorte à ce que les populations puissent en bénéficier, à la limite on pourrait dire banco, mais ce n'est pas le cas. Même en ce qui concerne la pêche artisanale. Au niveau de la pêche artisanale, on a le même problème aujourd'hui. Ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est qu'il y a quelques années, la pêche artisanale avec 100 ouguiya, à l'époque 100 ouguiya, vous pouvez avoir 2 kilos, 3 kilos de poisson et vous pouvez le manger pendant 2-3 jours. Aujourd'hui, avec 1000 ouguiya, c'est l'équivalent de 1000 ouguiya, 3 euros à peu près. Avec 1000 ouguiya aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que vous pouvez faire un plat correct. Et ce n'est pas tous les Mauritaniens qui peuvent se permettre d'acheter un poisson à 1000 ouguiya. Donc ça pose quand même un vrai problème parce que voilà un pays qui a énormément de poissons et qui aujourd'hui ne peut pas en bénéficier. C'est plutôt les Occidentaux, c'est plutôt les Asiatiques, c'est plutôt les autres qui en bénéficient. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même malheureux, nous Mauritaniens, de voir qu'on est les côtes les plus poissonneuses et qu'on n'en profite pas. Donc et ça, c'est dommage. Une mauvaise politique, enfin deux mauvaises politiques qui se sont succédées au fil du temps concernant la gestion notamment des revenus du poisson, tiré de la pêche en tout cas. Je vais dire à mon ami Degana la phrase que je répète toujours et que j'ai toujours envie de répéter. Quand je me compare, je me console. Quand je me regarde, je me désole. Et donc les Mauritaniens, quand ils se regardent, ils se désolent et ils ont raison. La pêche mauritanienne a connu plusieurs étapes. Ce que dit Diagana est juste. C'est-à-dire que quand le poisson mauritanien n'était pas exporté, il ne coûtait pas cher. Ça, c'est normal. C'est la loi banale de l'offre et de la demande. La pêche mauritanienne a connu des situations catastrophiques. Une flotte donc vous parlez au passé. Oui, absolument. Une flotte en très mauvais état. Et des périodes où les licences de pêche étaient bradées, elles servaient à des règlements politiques. Et donc, on a eu une pléthore de situations, c'est la pêche de façon générale, je parle là de la pêche industrielle, de telle sorte qu'on ne savait plus qui faisait quoi, les côtes étaient pillées, le repos biologique n'existait pas. C'était la pêche intensive, n'importe comment, et l'accord avec l'Union européenne était pour le moins pas très désirable. Et puis après, on a de l'autre côté la pêche artisanale qui, elle, subissait à peu près le même sort. Encore que dans les années 80, elle a connu une situation plutôt convenable et la transformation du poisson se faisait par une unité de Nouadhibou qui est assez connue, qui s'appelle la CGP, et qui faisait un travail plutôt convenable de transformation locale. Jusqu'au moment où la pêche qui rapportait des sommes assez astronomiques au budget de l'État est tombée à un niveau très bas. Et un bon niveau très bas, pourquoi? Parce que il y a des raisons objectives. C'est la chute du bloc de l'Est qui était de grands clients et qui a connu une vraie chute donc des recettes. Puis après, il y a des raisons qui sont liées à la gestion des Mauritaniens eux-mêmes par les Mauritaniens de leurs ressources, qui était absolument catastrophique. Et comme vous le savez, à partir du moment où ça va très mal, forcément, ça va mieux après. Et donc, les Mauritaniens se sont mis sur une table et ils ont pris des mesures qui, de mon point de vue, sont bonnes, encore insuffisantes, mais bonnes. C'est quoi? C'est que séparer d'abord les deux pêches, artisanale et industrielle. C'est très compliqué parce que quand vous êtes un pays pas très riche et vous avez besoin de devises, vous avez tendance naturellement à favoriser la pêche industrielle parce qu'elle vous amène des devises. Mais en même temps, vous avez l'obligation de protéger la pêche artisanale parce qu'elle vous fait de l'emploi et elle nourrit votre marché intérieur. Et donc, l'équation pour les Mauritaniens qu'il fallait poser était celle-là. Et donc, quand ils l'ont posée, ils ont trouvé un équilibre, pas toujours très bien, mais un équilibre tout de même. C'est quoi? C'est que désormais, on a mis d'abord en place un repos biologique. C'est-à-dire que pendant 4 mois, il n'y a plus de pêche possible, sauf pour la pêche industrielle naturellement. Deuxièmement, c'est qu'on a mis en place une donnée assez importante, c'est un programme de renouvellement des pêches. Pour ceux qui sont partis dans la ville de Nouadhibou, qui est la ville, donc le port de Nouadhibou, qui est le port de pêche par excellence, ils voient là une espèce de cadavre de bateaux impressionnante. Et donc, on a mis en place, depuis maintenant 2 ans, un programme pour ramasser l'ensemble de la ferraille, donc des bateaux usés. Et donc, reste maintenant la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la mise en place, et je pense que la zone franche de Nouadhibou va s'y mettre, le renouvellement de la flotte.
Parce que quand vous mettez renouvellement de la pêche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 10 dernières années, on a mis en place un programme de formation assez important, mais le programme de formation n'est pas suffisant si vous ne l'accompagnez pas du renouvellement de la flotte. Et donc, le deuxième programme de renouvellement de la flotte a commencé. Deuxièmement, c'est qu'on a interdit... vous avez rajouté beaucoup de deuxièmement, il faut laisser les autres aussi parler. Alors Camille, surtout, qui est très impatient. Oui, tout à fait. Équilibre, nous dit notre... Évidemment, Jemal, comme d'habitude, c'est un très bon avocat et c'est bien si vous lui confiez un dossier, il va bien le défendre dans le sens, il va être manichéen, ça va être dans le sens. Moi, je suis un économiste. Je suis un économiste qui... Dites-nous ce que vous pensez, Camille. Ce que je pense, moi, mon objectif, c'est que ça aille mieux et que la pêche soit efficace. Non, c'est pas toujours. Dans l'analyse, on peut être très orienté, vanter les mérites de son pays. Moi, je dis, la pêche en Mauritanie, comme la pêche au Maroc, et je le dis franchement, la pêche au Maroc, on en a parlé, il y a eu quand même Camille, on ne peut pas revenir sur l'exemple de la pêche au Maroc, on est obligé d'aller vite parce que... On va aller vite. C'est que les élites, il y a des intérêts, il ne faut pas le négliger, il y a des gens qui gagnent de l'argent. On dit, ah oui, mais on a besoin de devises. Non, il y a d'abord la satisfaction des populations locales. Moi, je pense, et j'ai vu les pêcheurs, il y a des pêcheurs marocains qui utilisent des barques, des grandes barques, avec des financements. Là, on laisse les pêcheurs artisanaux dans des pirogues. Ils vont pêcher combien? Au lieu de les aider par des financements, par des crédits, il ne faut pas dire tout va bien. Je ne suis pas là pour critiquer. Je dis la même chose du Maroc. Moi, je suis là pour dire, voilà les meilleures solutions pour améliorer aussi bien le sort de ces pêcheurs en les aidant à se doter d'équipements plus... Non, mais je suis en train de finir mon raisonnement. Vous avez parlé longuement. Je suis aussi avocat de bonnes causes, mais des causes dans le bien-être. On va pas décompter le temps, allez-y, Camille. Et puis, il y a également la nécessité, ça a été dit, il ne faut pas être royaliste plus que le roi, ça a été dit dans le reportage, il y a un responsable qui a dit il faut la transformation. Pourquoi on ne fait pas des plats cuisinés, on ne fait pas des paellas, je donne cet exemple, des plats cuisinés qu'on vend pour la population, qu'on exporte. Et également, pourquoi on ne fait pas aussi, et là c'est mon dada, des accords maghrébins, intermaghrébins. On a vu que l'Algérie s'est adressée aux Turcs et ça a échoué. Le Maroc, il est tout seul, il fait appel aux Européens, aux Espagnols qui pillent tout. Le poisson, c'est une denrée qui est précieuse. Nous sommes ici en France, nous mangeons du poisson de l'élevage, bourré de produits chimiques, avec de la nocivité, etc. Le poisson, c'est un bien précieux et c'est un bien qui va disparaître. Donc, c'est un bien qu'il faut bien gérer. Avant qu'il disparaisse, on va prendre l'avis de notre invité. Donc, exactement. Donc, il faut aller vers le sens d'une intégration maghrébine, mise en commun de moyens et pêche maghrébine. Alors, on a entendu les propos de Camille, de Jemal. Ce que j'ai ajouté à ce qui a été dit, et notamment pour, pas forcément répondre à Jemal. Qui disait qu'il y a un équilibre qui a été trouvé. Oui, mais enfin bon, je n'ai pas l'impression qu'il y a d'équilibre, parce que de toute façon, moi, ce que je veux dire, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que la Mauritanie a les côtes les plus poissonneuses au monde. La Mauritanie demeure et reste encore un pays pauvre. La pauvreté de ce pays ne devrait pas se justifier pour une population aussi peu nombreuse, avec la première quasiment puissance halieutique au monde. Et je ne peux pas comprendre aujourd'hui que des Mauritaniens ne puissent pas manger à leur faim, que des Mauritaniens ne puissent pas s'acheter du poisson, et je ne peux pas comprendre cela. Parce que pour moi, le développement du pays passe d'abord par ça. Au lieu effectivement de prendre le poisson, que ce soit effectivement, de quelque forme que ce soit, de l'envoyer à l'étranger, il faut d'abord assurer l'autosuffisance alimentaire des Mauritaniens. Quand on est Mauritanien et qu'on se préoccupe, surtout quand on est gouvernant, qu'on se préoccupe effectivement du développement du pays, je pense que plutôt que de vendre le poisson à des étrangers alors qu'il y a des Mauritaniens qui en ont besoin, qui n'ont pas les moyens de se l'acheter, je pense que l'État, puisque vous avez parlé tout à l'heure de zone franche, venons-en justement. Nouadhibou a été aujourd'hui classée zone franche. Et cette zone franche-là, est-ce qu'elle profite réellement, d'ailleurs, aux citoyens mauritaniens? Non. Aujourd'hui, elle profite essentiellement et principalement encore à des actionnaires. Elle profite également essentiellement. Elle vient de créer, je sais, on ne peut pas faire le bilan. Elle a été créée tout simplement parce qu'elle n'est même pas encore en place. Et le président de la République, le 24 juin 2013, on ne peut pas faire le bilan pour l'instant, mais seulement, même si on ne peut pas faire le bilan,
Ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que les gens de Nouadhibou, les Nouadhibouois, pour ne pas dire les Stéphanois, avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter, parce que j'étais à Nouadhibou cet été, comme l'année dernière, je vais souvent à Nouadhibou. Et ce qui me désole justement dans cette histoire de zone franche, c'est que est-ce que les autorités mauritaniennes ont réfléchi aux conditions idoines pour la mise en place d'une zone franche? À mon avis, non. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'infrastructures qui auraient d'abord dû être mises en place en Mauritanie qui ne le sont pas. Vous ne pouvez pas mettre en place une zone franche si effectivement les infrastructures routières, aéroportuaires ne sont pas aux normes ou ne sont pas. Aujourd'hui, voilà, c'est des préalables. Aujourd'hui, Nouadhibou, c'est l'une des villes les plus sales au monde. Comment voulez-vous attirer des investisseurs étrangers pour venir développer la Mauritanie ou Nouadhibou si effectivement les infrastructures élémentaires ne sont pas... Donc il manque des infrastructures dans ce pays-là. Il n'y a pas que ça qui manque. Entre autres, vous l'avez souligné. Oui. Alors on va rappeler les principales informations qui ont marqué l'actualité africaine. Les Malgaches sont appelés aux urnes vendredi. La campagne électorale s'est achevée mercredi et durant les 3 dernières semaines, les 2 candidats qui briguent la magistrature suprême ont sillonné le pays. En Guinée-Bissau, les premières élections présidentielles et législatives depuis le putsch d'avril 2012 se tiendront bientôt, au mois de mars 2014. Les derniers préparatifs avant ce scrutin sont en cours. À suivre, la valorisation du bassin du fleuve Sénégal, l'amélioration de la qualité des communications en Guinée équatoriale et la conférence internationale des barreaux francophones qui se tient à Abidjan. Restez avec nous, à tout de suite.